Alors, bienvenue dans notre cours de HeroCode 7, application aux écrans du soutènement. On va essayer de progresser un peu dans notre programme là. Aujourd'hui, je pense que c'est le chapitre numéro 2, hein. Je sais pas, toujours chapitre numéro 1, peut-être. Mais on va essayer de terminer ce chapitre-là avec cette vidéo-là. OK? Généralité, chapitre 1, les généralités. Donc, on avait fait les 2 vidéos précédentes, domaine d'application et mécanisme de ruine des écrans là. Donc, pour cette vidéo, on va parler des états limites à vérifier. C'est ça qui va faire le dimensionnement. Ce sont les états limites qui vont vous diriger pour le dimensionnement, OK? Donc, déjà, les mécanismes de ruine là nous permettent de savoir où on allait. Parce que ce sont les mécanismes de ruine des écrans qui vont nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces mécanismes-là, évidemment. So, état limite à vérifier. Donc, dans la norme française, là, et cette norme française, elle ne s'applique pleinement qu'aux écrans de soutènement soumis à des efforts, à des sollicitations statiques. Ça veut dire que quand c'est des efforts ou bien des sollicitations dynamiques, là, c'est pas pour cette norme-là, vous devez faire référence, OK? Donc, pour être considéré comme tel, ou pouvant être considéré comme tel. Donc, il y a des sollicitations qui ne sont pas vraiment statiques, mais peuvent être considérées comme telles. OK? Donc, cette norme se fait pour ces genres de sollicitations. Donc, en particulier, elle traite des écrans situés dans des zones non sismiques. C'est vraiment clair, hein? Des zones non sismiques ou des sismicités très faibles. Donc, on peut négliger. OK? Très faible ou faible. Donc, il y a une exception à ça. On vous dit, la seule exception concerne les soutènements solidaires des ponts nouveaux définitifs. Donc, pendant qu'on construit des ponts, souvent on fait des soutènements et ces soutènements restent définitivement là-bas. Donc, sur ces conditions de sismicité, pour les ouvrages de catégorie D, vous allez voir tout de suite c'est quoi ouvrage de catégorie D. Et je pense que dans mon cours de HeroCode 7, là, l'HeroCode 7 en général, là, je donne plus de détails sur les catégories géotechniques, là. OK? Donc, pour les ouvrages de catégorie géotechnique D, ces conditions de sismicité qu'on a citées en haut, et les ouvrages de géotechnique de catégorie D, il est admis de vérifier ces ouvrages uniquement à partir des exigences de l'Eurocode 7. Donc, voici un peu ce que je disais là. Les catégories géotechniques. Il y a 3 catégories géotechniques. Première catégorie, c'est en anglais, hein, mais on va essayer de traduire ça un peu. Première catégorie, ce sont les structures qui sont vraiment petites, relativement très simples, OK, avec des risques négligeables. Deuxième catégorie, ce sont les structures conventionnelles de type des structures qui sont vraiment conventionnelles et des structures ou fondations, hein, et sans des risques vraiment exceptionnels, OK, et où il n'y a pas des, des conditions difficiles de sol ou de chargement. Donc, ces gens de structures-là, on va les placer en catégorie D. Voilà. Donc, structures de catégorie 3, ce sont les structures qui ne sont pas de catégorie 1 ni de catégorie D. C'est-à-dire c'est des structures vraiment souvent très énormes où les risques vraiment très élevés. Ce sont ces gens de structures-là qu'on classe catégorie 3. Donc, on vous dit que pour ces structures-là, de catégorie D, là, OK,
D'ailleurs, même pour ce qu'il faut pour ces gens de structure, la catégorie D là, on dit ici design requirement. C'est des données géotechniques en quantitative, des analyses. Et pour assurer les requirements fondamentaux, pour satisfaire vraiment ce que les dimensionnements demandent. Donc, on peut dire que catégorie D là, ce sont les structures à peu près de tous les jours qu'on fait, ou qui ne sont pas des petites structures quand même, mais ce sont des structures qu'on a affrontées et qu'on fait tous les jours, presque tous les jours là, où le risque n'est pas vraiment un risque exceptionnel. Voilà. Donc, pour ces gens de structures, on vous dit que sous ces conditions de sismicité et pour les structures de catégorie D, okay, il est admis de vérifier ces ouvrages uniquement à partir des exigences de l'Eurocode 7, okay, pas la norme qui est là. Bon, anyway. Les justifications appropriées pour les sollicitations sismiques là, plus importantes, ne sont pas traitées directement par la norme, c'est-à-dire ces genre de justifications là. C'est pas cette norme-là, ok? Ne sont pas traitées directement par la norme et sont donc par abordées, ne sont pas abordées dans ce cours-là, ok? Donc, on vous dit que les justifications appropriées pour les sollicitations sismiques, tout ça là pour dire que cette norme-là, c'est pour les sollicitations statiques, s'il vous plaît. Quand on parle un peu de sismique et des trucs dynamiques, là, faut aller ailleurs. C'est pas ici. D'accord? Tout est clair ici depuis le début. OK? Écran soumis et soutènement soumis à des sollicitations statiques. Donc, des zones non sismiques, sismicité très faible. Faible ou très faible. Voilà. Vous êtes avertis. Donc, voici la norme qui traite des sollicitations sismiques là, pour les ouvrages géotechniques. C'est cette norme. Vous voyez la différence? Donc, norme française d'Eurocode 1998-5. C'est ça. Et anyway. Donc, l'Eurocode stipule que pour chaque situation de conception géotechnique, il convient de vérifier qu'aucun état limite pertinent n'a été dépassé. Donc, je pense que c'est la même chose que dans mon cours d'Eurocode 7 là. Donc, les limites, les états limites là, incluent état limite ultime. Dans les états limites ultimes, et ça c'est vraiment très important, vous devez comprendre ça. Dans les états limites ultimes, nous avons, il y a état limite ultime et il y a état limite de service. OK? État limite ultime, état limite de service. Donc, c'est des états limites. Maintenant, état limite ultime là, il y en a plusieurs catégories. Il y a plusieurs types. On a état limite ultime. État limite ultime. ELU. État limite ultime de type géo, c'est-à-dire géotechnique. Là, c'est juste pour voir si la structure géotechnique, si le sol est stable. OK? État limite ultime de type STR. Ça veut dire structure en fait. Donc la structure elle-même. Parce que le sol peut être stable, mais la structure, par exemple, si je prends le cas des fondations, si votre fondation est en béton armé, est-ce que la fondation elle-même, la structure en béton elle-même, elle est solide? Ou bien si vous utilisez des pales planches, même si le sol est solide,
la capacité du sol est suffisante, est-ce que la planche elle-même, elle peut supporter la charge? Donc, il faut aussi faire état limite ultime qui concerne la structure elle-même. Donc, après ça, il y a l'équilibre. Équilibre, ça, c'est surtout pour les... Je pense qu'on avait parlé de tout ça, hein, pour des choses, hein, des structures qui sont chargées verticalement. Donc, il faut voir est-ce que l'équilibre, hein, ces structures-là sont en équilibre. Okay? Et il y a état limite de type de soulèvement. Donc, j'avais parlé un peu de ça dans la vidéo précédente où on peut avoir soulèvement par l'eau, par exemple. L'eau peut soulever votre structure. Ou bien, c'est pas forcément l'eau, hein. Même l'argile peut gonfler et puis soulever votre structure. D'accord? Et on a aussi état limite de type hydro. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire, le soulèvement par les trucs de l'eau. Ça peut être soulèvement ou ça peut être les infiltrations. En tout cas, c'est l'eau qui fait chose, qui est à l'origine de la rupture de la sauce, de la structure. Voilà. Donc, je pense que pour ce qui concerne les états limites, c'est comme ça. Maintenant, on va aller en profondeur. État limite ultime. Donc, on rentre dans les états limites ultimes maintenant. On va donner plus de détails. Donc, commençons par état limite ultime de type géo, c'est-à-dire géotechnique. Donc, pour ces genres d'états limites-là, la vérification porte sur les non-défauts de la butée. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, on avait parlé des causes, des mécanismes de rupture. Là. On avait dit défaut de butée. Défaut de butée, pardon. Donc ici, on doit vérifier qu'il n'y a pas de défaut de la butée. Et la portance et résistance à l'arrachement. Les dispositifs d'ancrage ou de réaction des appuis, on doit les vérifier. Stabilité du fond de fouille pour rien solide. Stabilité générale. On avait parlé de tout ça. Là. Donc, pour ce qui concerne les dispositifs d'ancrage ou de réaction d'appui, là, on peut avoir résistance à l'arrachement des les tirants qui sont ancrés, résistance au glissement des dalles de frottement, butée des contre-rideaux, stabilité des massifs d'ancrage. On avait parlé de ça aussi la fois passée. Interaction entre massifs d'ancrage et rideau principal. Donc, quand il s'agit d'état limite ultime du type géotechnique, voici ce qu'on doit avoir. Tout ça, c'est ce qui concerne la stabilité du sol, la stabilité du terrain. Est-ce que le terrain est stable? Donc, c'est ça on doit vérifier. N'oubliez pas que ce cours-là, c'est juste pour des écrans, s'il vous plaît. C'est juste pour les écrans de soutènement. Voilà. Donc, maintenant, ce qui concerne la structure, état limite de type structure, la structure elle-même. Donc, là, il faudra vérifier la résistance de la structure. Si votre structure est en béton armé, est-ce que votre structure est solide? Si votre structure est en acier, par exemple, les planches, c'est en acier, donc est-ce que c'est solide? OK? Parce que quand vous prenez paroi moulée, par exemple, une paroi moulée, c'est en béton. Est-ce que la paroi là, est solide? Voilà. Donc, résistance des ancrages, des dispositifs d'ancrage et d'appui, y compris les liens. Souvent, par exemple, en haut, on a parlé des ancrages, non? Mais là, c'est quand les ancrages s'arrachent, par exemple, le sol lâche et puis les ancrages s'arrachent du sol. Mais là, ces ancrages-là, c'est-à-dire l'ancrage même peut céder, c'est cassé et une rupture vraiment brutale souvent. Donc, parce que l'ancrage aussi fait partie de la structure. Mais c'est comme des cordes, quelque chose comme ça. Ou bien les appuis aussi. Maintenant, état limite pour état limite de type uplift
IPL, là, ça veut dire uplift en anglais. Donc, soulèvement ou hydraulique, là, des ruptures d'origine hydraulique. Les vérifications portent sur la stabilité du fond des fouilles. Parce que notre secours, là, c'est pour les écrans de soutènement. Donc, écran, qui dit pas l'écran de soutènement, pas de fouilles. OK? Des excavations. Voilà. Donc, les vérifications des états limites ultimes, là, sont amenées pour les situations durables et transitoires, ainsi que pour les situations accidentelles et sismiques, les cas échéants. OK? Donc, ce qui concerne état limite ultime. Maintenant, on va partir, parce qu'on vient de voir à peu près les états limites ultimes. OK? Donc, on a vu que géo, structure, soulèvement hydraulique. On va maintenant rentrer en plus de détails encore. Donner plus de détails pour ceux-là. Par exemple, géo, là. On va rentrer dedans, donner plus de détails, tout ça. Défaut de buter, parce que, OK? On va donner plus de détails encore pour ce qui concerne ces états limites. Donc, si on prend insuffisance de résistance du terrain, donc c'est ça, c'est ce qui concerne état limite de type géotechnique, type géo là. Voilà. Résistance, le terrain est insuffisant. La résistance du terrain est insuffisante. La résistance du sol est insuffisante. Donc, défaut de butée. C'est ce qu'on a cité ici, non? Ici, c'est de type géo. Insuffisance de résistance du terrain là. C'est état limite de type géotechnique. Donc, on commence par ça, petit à petit. Et défaut de butée, potence et peut-être le tout, quoi. OK? Donc, on s'attaque ici, là, puis on donne plus de détails. Donc, insuffisance de terrain, donc, c'est état limite ultime de type géotechnique. Donc, défaut de la butée, défaut de butée, là. Ici, nous avons une illustration ici. On avait parlé de ça dans la vidéo précédente aussi. Donc, souvent, et la résistance ici, là, la butée qui a été mobilisée, là, est supérieure à la butée disponible. OK? Donc, la force qui agit est inférieure et est supérieure à la force, à la résistance disponible. Donc, en ce moment, la ruine d'un écran par défaut de butée là, se produit lorsque la butée mobilisée, donc c'est ce que je disais tout de suite, la butée mobilisée en pied là d'écran dépasse la butée mobilisable. OK? La force qui a été mobilisée, quand je dis force, ça inclut tout, hein. Ça peut être mouvement, ça peut être tout ce que vous voulez. En tout cas, les actions qui sont mobilisées sont supérieures à la résistance disponible. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Donc, le mécanisme de rupture observé là dépend du type d'écran. Si vous avez pare-planche, des combinaisons de pare-planche, béton armé, donc ça va dépendre de tout ça. Ça va dépendre des typologies d'écran. Donc, en distinguant des écrans autostables et des écrans présentant un ou plusieurs niveaux d'appui, par exemple, voici, écran autostable, c'est ça. Il n'y a pas de support, pas d'appui, pas de tirant, rien, pas d'ancrage. OK? Maintenant, celui-là, par exemple, il y a appui, mais l'appui là est en haut. Vous voyez l'appui ici, pour supporter un peu l'écran, quoi. Et ces cas-là, il y a appui, mais l'appui là est en bas. Voilà. Donc, c'est de ça on parle ici. Plusieurs niveaux d'appui. Donc, les mécanismes de rupture là ne sont pas pareils, quoi. Donc, pour les écrans auto-stables, là, ce qui est là, pour ceux-là, le défaut de butée là se traduit par un basculement autour du centre de rotation situé dans le fond de fouille. Donc, centre de rotation là, c'est ici autour de ça. Voici centre de rotation. Donc, c'est dans le fond de la fouille, il y aura centre de rotation. L'écran va basculer autour de ces points-là. Maintenant, quand on prend
là où il y a les appuis, les cas où il y a les appuis, ok? Et la rotation, c'est autour d'un appui quelconque que ça va se produire, ok? Donc, je prends ici, par exemple, vous voyez ici, on a l'appui qui est en bas, qui est en haut, pardon. Donc, la rotation va se faire autour de cet appui, comme ça. Dans ce cas, l'appui est en bas, donc la rotation va se faire autour de cet appui. Donc, comme vous voyez, ces mécanismes-là peuvent se traduire autour d'un appui en tête, ce cas-là, c'est en tête, non? Ou à pied, en pied, c'est-à-dire en bas. Donc, deux possibilités. OK. Donc, toujours, défaut de buter, hein, on est toujours là-bas. Donc, buter mobilisable dépend des facteurs suivants. Parce que nous avons besoin de savoir le maximum, la butée mobilisable, c'est-à-dire la résistance maximale. Et cette butée maximale-là va dépendre de certains facteurs. D'abord, de la géométrie et des propriétés mécaniques des terrains. OK? Donc, si le sol, les propriétés géotechniques du sol, par exemple, si le sol est assez fort, peut-être ça ne sera pas la même résistance que si le sol est vraiment soft, c'est-à-dire pas trop résistant. Et la profondeur, tout ça, parce qu'on a parlé de géométrie, non? On parle aussi du type d'écran. Donc, parce que l'écran aussi, le type d'écran à supporter. Par exemple, si c'est les pare-plans, peut-être la stabilité ne sera pas pareil que les mécanismes et la stabilité peut-être ne sera pas pareil que si c'est paroi moulée, par exemple. Aussi, ça dépend de la cinématique, le déplacement de l'écran par rapport au sol. Voilà. Est-ce que l'écran va bouger ou ça ne va pas bouger? Phase de construction, phase de construction. Par exemple, si vous commencez à creuser, la pale-planche est déjà insérée, dans le cas où c'est une pale-planche, bien sûr. Le niveau du sol était là. Vous creusez, après c'est ici. Vous creusez, après c'est ici. Plus vous creusez, plus la butée mobilisable diminue. Okay? C'est-à-dire, si cette partie qui est dans le sol là n'est pas assez profonde, la butée qui sera mobilisable aussi ne sera pas assez. Ça ne sera pas suffisant. C'est ce que ça veut dire. Conditions hydrogéologiques, ça au moins c'est clair. S'il y a l'eau ou il n'y a pas l'eau, niveau de la nappe, ça joue aussi beaucoup sur les caractéristiques du sol. Donc, du coup, ça joue sur eh, la stabilité, naturellement. OK, on est toujours sur insuffisance de résistance des terrains, c'est-à-dire état limite ultime de type géotechnique. On est toujours là. Par contre, on a quitté défaut de butée là. On parle maintenant défaut d'équilibre vertical. OK? Défaut d'équilibre vertical. Donc, butée là, on a déjà fini. Défaut d'équilibre vertical. Donc, c'est ce cas, par exemple, on a notre écran qui est chargé en haut, supporte une charge. Et il y a des tirants même. OK? Il y a des tirants même. Donc, dans ce cas-là, souvent, il arrive que le sol qui est là, n'arrive pas à supporter les charges. Donc, il y a une défaillance ici. Donc, la ruine d'un écran par défaut d'équilibre vertical est à étudier uniquement dans les configurations suivantes. Donc, dans les cas où l'écran a soumis des actions verticales descendantes, voici comme ça. Donc, en ce moment, on aura défaut de capacité portante. Donc, c'est ce qui est encerclé ici. Donc, sont par exemple concernés les écrans servant également de fondation
ou d'écran ancrés, pas des tirants fortement inclinés, des tirants qui sont inclinés fortement. Et dans les cas d'écran soumis à des actions verticales ascendantes, ça veut dire qu'au lieu que l'action parte en bas, là, ça part en haut. Ça tire cette flèche-là, par exemple, ça pouvait aller en haut. Donc, en ce moment-là, et la défaillance là, c'est-à-dire la rupture sera rupture par arrachement. C'est comme si c'est des tirants, en fait. Rupture par arrachement de l'écran. Ce risque de ruines concerne, par exemple, les écrans encastrés dans un radier soumis à des sous-pressions d'origine hydraulique. OK. Donc là, maintenant, on parle de stabilité mécanique du fond de fouille. Ça concerne toujours insuffisance de terrain. OK? C'est-à-dire, état limite ultime de type géotechnique. Donc, j'avais parlé un peu de ça. Donc, le fond de fouille, là, ça peut être la stabilité du fond de fouille, ça peut être dû au renard solide, par exemple, ou juste des trucs hydrauliques, là. On avait parlé de tout ça. Donc, cette instabilité mécanique-là concerne les sols fins à court terme ou les sols lâches soumis à des écoulements. Donc, écoulement. Les sols lâches soumis à des écoulements. Pas vraiment dense, quoi. Okay? Les sols fins, par exemple. Pourquoi ça concerne les sols fins? Je pense que si vous regardez dans mon cours de mécanique des sols ou bien fondation, ingénierie de fondation, vous allez voir que souvent quand vous avez l'argile, et puis l'activité de l'argile est élevée, l'activité de l'argile qui est fonction de l'indice de plasticité et des fins, le pourcentage des fins, c'est la pente en réalité. Donc, souvent l'argile gonfle. Donc, le gonflement là peut soulever carrément le fond de la fouille là, peut ne pas être stable à cause du gonflement. Donc, voici pourquoi il dit, on dit ici les sols fins à court terme, les sols lâches soumis à des écoulements. Donc, si ça, c'est par exemple un écoulement. L'eau quitte de là à là. Donc, à long terme, peut-être, ça peut arracher. Si la contrainte effective ici n'est pas assez forte, ça peut même soulever le tout, quoi. Ça va faire comme liquéfaction. OK. Là, on va parler des ruptures du terrain autour des appuis. Okay? Mais c'est toujours dans état limite ultime de type géotechnique. Okay? Parce qu'on parle toujours du terrain. Donc, il y a le terrain lui-même et il y a le sol autour des appuis. Donc, on a ces gens de cas, par exemple. Juste des exemples. Hein. On peut avoir ces gens de situations-là, par exemple. Okay? Donc, où, vous voyez ici, le terrain ici, il y a une rupture autour des choses. Et là aussi, voici ancrage et il y a une rupture autour des tirants. Hein? C'est-à-dire massif d'ancrage. Je pense que j'avais parlé de ça la fois passée aussi. Donc, les risques de rupture du terrain dépendent du type d'appui considéré. Donc, la rupture d'un appui peut être brutale et il convient donc de faire en sorte d'éviter l'occurrence d'une rupture fragile en prévoyant des possibilités de redistribution des efforts. Au cas où il y a rupture, il faut prévoir une manière de redistribuer les efforts. Okay? En cas de défaillance accidentelle de l'un d'entre eux. Donc, la rupture pour un tirant d'ancrage ou un bouton peut se produire par défaut d'ancrage. L'ancrage même peut céder. Par défaut de butée de terre. Donc, à cause des butées de terre, ça peut... Puisque l'ancrage va aider, ou bien l'appui va aider à stabiliser le mur. OK? Et la butée aussi, c'est le même rôle que la butée aussi joue.
Donc, si la butée lâche, c'est comme si tout va reposer sur les tirants ou bien les appuis. Tout va reposer sur les ancrages. Donc, si la butée n'est pas assez suffisante et l'effort est trop dans l'ancrage, par exemple, ça peut aussi causer des problèmes. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on peut avoir aussi instabilité d'ensemble du massif d'ancrage lorsque le dernier est trop rapproché de l'écran principal. En fait, c'est ce cas qui est là, instabilité d'ensemble. Donc, si je prends ici défaut d'ancrage là, on va développer un peu ce défaut d'ancrage, ces cas-là. On peut avoir arrachement dans le cas d'un ancrage scellé au terrain. On peut avoir glissement dans le cas d'un ancrage scellé dans une dalle de frottement. Une dalle de frottement. Okay? Ça peut s'arracher. Donc, toujours rupture de terrain autour des appuis. Hein. Donc, la ruine d'un bouton, l'autre c'était les ancrages. Là, maintenant, on va parler des boutons. La ruine d'un bouton peut être causée, une minute là. Un bouton, par exemple, un exemple ici, ça c'est un bouton. Vous voyez qu'ici c'est ancrage. Donc, la ruine d'un bouton peut être causée par insuffisance de résistance des terrains autour du dispositif d'appui. Supposons qu'il y avait un terrain ici qui permettait d'appui, de réaction à cet appui. Donc, ce terrain-là peut ne pas être stable. Donc, ça peut se produire, par exemple, par poinçonnement. Ce cas-là, par exemple, c'est poinçonnement, je pense. Par renversement, par glissement. Voilà. Voici les trois possibilités pour les boutons. Okay? Parce que les appuis, là, ça peut être ancrage ou bien ça peut être bouton. Okay? Donc, je pense que c'est là qui marque la fin des états limites ultimes du type géotechnique. Donc là, on va passer à état limite ultime de type structure. Donc là, on parle de, si vous vous rappelez, il y a des cas. L'écran, la structure de l'écran et la structure des ancrages. C'est-à-dire, l'acier, si c'est une pale blanche, par exemple, l'acier même peut céder. Ça peut se casser, ça peut se tordre, par exemple, si ça ne supporte pas. En fonction de la matière de votre mur, le mur même peut céder en fait. Donc, c'est ce genre de choses-là. On avait vu, il y a plusieurs possibilités. Ici. Dépendant de là où l'effort est plus élevé. Peut-être l'effort tranchant. Donc, la ruine d'un écran se produit lorsque la résistance structurelle de l'écran, des appuis éventuels et des éléments d'ouvrage associés, liens massifs de réactions contre rideaux, dalles de frottement, etc., devient insuffisant vis-à-vis de l'effet des actions les plus défavorables, combinant moment fléchissant, effort tranchant, surtout les efforts tranchants, et effort axial. Donc, c'est ça, ruine d'écran. Okay? Les éléments destructifs d'un écran de soutènement doivent être vérifiés par les calculs. Donc, selon les matériaux constitutifs, par exemple, paroi moulée, ça sera en béton armé, pale planche, c'est en acier. Donc, voici les normes qu'on peut utiliser. L'Eurocode, norme française, application de l'Eurocode en France. Si c'est pour l'acier, si c'est pour béton, c'est celui-là. Si c'est pour l'acier, c'est celui-là. Pour le bois, voici ce qu'on doit utiliser. Maçonnerie, c'est ça qu'on doit utiliser.
Donc, il y a plusieurs types d'Hérocode. Je pense que dans le cours de Hérocode, là, tout est clair là-bas, expliqué. Donc, on va parler instabilité d'origine hydraulique du fond de l'excavation. Ça, c'est le truc, peut-être, de soulèvement. Okay? C'est la même chose ici. Donc, la rupture du fond d'écran liée aux conditions hydrauliques peut se produire selon l'un des trois modes suivants. Donc, par soulèvement hydraulique global du terrain, donc le tout en fond de fuite, sous l'effet de sous-pression, par soulèvement hydraulique local, peut-être un seul endroit, ou annulation des contraintes effectives. Donc, c'est de ça que je parlais souvent. Et si les contraintes effectives ne sont pas assez fortes, l'eau même peut soulever le sol. Donc, c'est ça, on dit annulation des contraintes effectives. Lorsque des forces d'écoulement ascendantes, c'est exactement le cas qui est là, et déstabilisatrices dépassent le poids désaugé descendant et stabilisateur du sol. Voilà. Phénomène de boulance. Donc, par érosion interne, on peut avoir aussi une érosion interne à l'intérieur même du sol même, il y a une érosion. Ou bien, entre le sol et la palplance, on peut avoir une érosion. Dans le cas du transport des particules à l'intérieur du terrain ou à l'interface sol-écran. Voilà. Mais si on prend dans le cas des écrans, il convient généralement de justifier la boulance, les états limites d'érosion interne concernent rarement ce type d'ouvrage. Okay? Donc, ça, c'est des trucs vraiment du soulèvement, quoi. Donc, on prend maintenant stabilité générale de l'écran. Stabilité générale de l'écran, donc on avait parlé de ça aussi. Donc là, c'est le tout qui sera balayé. C'est le tout qui peut être balayé. Il y a plusieurs façons. On avait vu ça dans la vidéo précédente. Donc, un écran de soutènement peut périr par instabilité d'ensemble du site. Là, ce n'est même pas défaut de l'écran ou chose. C'est le site même là où l'écran a été installé qui n'est pas stable. Donc, c'est tout qui va être balayé. Donc, instabilité d'ensemble du site de réalisation des travaux. On parle maintenant d'état limite de service. Donc, état limite de service, c'est pas trop compliqué. Il faut juste vérifier que certaines limites ne sont pas dépassées. Donc, les vérifications des états limites de service sont à réaliser pour les situations de projets durables et transitoires, pour les combinaisons caractéristiques éventuellement fréquentes et quasi permanentes. Donc, il doit être vérifié que les états limites de service là sont pertinents, ne sont pas dépassés, ne sont pas atteints. Donc, vis-à-vis des combinaisons caractéristiques pour les phases de construction, vis-à-vis des combinaisons fréquentes, caractéristiques quasi permanentes pour les phases d'exploitation. Donc, phase de construction, phase d'exploitation. Donc, elle porte sur l'appréhension du déplacement horizontal absolu en tête d'écran. Est-ce que la tête de votre écran là se déplace? Est-ce qu'on peut appréhender le déplacement? À compléter éventuellement par d'autres éléments, genre le tassement à l'arrière de l'écran. OK? Donc, souvent, à l'arrière de l'écran, il y a des tassements. On doit vérifier. Est-ce que c'est ça, état limite du service aussi? C'est juste des limites à ne pas dépasser. Par exemple, il peut y avoir un tassement, mais tant que ce tassement-là ne dépasse pas une certaine limite,
on considère que l'état limite de service n'a pas été dépassé. Même l'écran et le déplacement en tête, là, ça peut se déplacer, mais tant que ça ne dépasse pas une certaine valeur, on dit que l'état limite de service n'est toujours pas dépassé, n'est pas atteint. Voilà. Donc, la limitation des efforts verticaux à une fraction de la charge de fluage en compression ou en traction dans le cas des écrans soumis à des charges verticales. Donc, quand votre écran est soumis à une charge verticale, par exemple, il faut limiter les efforts, cette charge verticale-là, à une fraction de la charge du fluage. Ça peut être un cinquième, un demi, en tout cas une fraction choisie. Ça dépend comment dirais-je, du code. On va voir après quand on va commencer les exemples. Donc, il faut limiter les charges. Okay? Limitation de l'effort de service dans les tirants ancrés. Vérification de l'admissibilité des efforts vis-à-vis de la structure, de l'ensemble de l'écran dans le cas d'un écran en béton armé. Voilà. Donc, les états limites de service là, sont synthétisés dans ce tableau-là. Donc, voici un peu le tout. État limite de service, quasi permanent, fréquent et caractéristique. Pendant la construction, par exemple. Donc, effort dans les parois. Donc, limitation des contraintes de compression. Il faut limiter les contraintes de compression. Ça, c'est le cas où on a vraiment des trucs quasi permanents et caractéristiques aussi. Maîtrise de la fissuration. Pas que ce soit trop fissuré. Quand les fissures, souvent, on peut accepter certaines fissures, mais ça dépend aussi de l'ouverture de ces fissures-là. Et c'est pas toutes les fissures qui sont mauvaises d'ailleurs. Déplacement aussi. Potence ou résistance de la traction de l'écran. Vous voyez à chaque fois où c'est crochet, hein, où c'est checké. Les appuis, il faut vérifier. Effort dans les tirants scellés. Potence des massifs d'appui des boutons. Tout ça là. État limite des services. D'accord? Ah, je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Donc, on va arrêter et puis on se donne rendez-vous pour attaquer les chapitres suivants. Parce que c'est la fin de ce chapitre. Peut-être quand on va rentrer dans les exemples concrets, ça sera plus clair pour tout le monde. OK? Ouais, merci bien.